Laurent Champanet, merci beaucoup de nous accueillir ici à l'ENSAM à Paris. Vous êtes en train de passer dans tous les campus en ce moment pour parler un petit peu de la feuille de route et de cette feuille stratégique à 5 ans pour l'établissement. On peut en savoir un petit peu plus? Oui, alors effectivement, l'École nationale supérieure des arts et métiers est un établissement public et donc passe un contrat avec l'État, un contrat de 5 ans, et nous sommes aujourd'hui en train de re-signer notre contrat pour la période 2019-2023. Dans ce contrat, ce que nous demande l'État, c'est de préciser qui on est, qui on veut être, ce qu'on veut faire, à quelle politique publique on veut répondre et qu'est-ce qu'on va faire en termes d'action pendant ces 5 ans. Alors, pour la première partie, savoir qui on est retourné dans l'histoire pour savoir à quoi sert cet établissement, les fondamentaux de l'ENSAM, et on s'est souvenu que cet établissement n'a pas été créé il y a près de 250 ans comme une université, comme un établissement d'enseignement, mais a d'abord été créé pour accompagner l'industrie pour un besoin de société qui était le besoin de la mécanisation de l'industrie. Et donc, on considère qu'aujourd'hui, le besoin reste le même. Il s'agit maintenant d'accompagner l'industrie dans le passage de la 4e révolution industrielle, celle du digital. Et cet établissement qui a été créé pour ce besoin de société reste et veut rester un acteur socio-économique au service des entreprises et au service des territoires. Et effectivement, en particulier en ce moment où la dynamique territoire-entreprise est très forte, les territoires ont besoin de formation, de recherche pour fixer des jeunes qui vont intégrer les entreprises, en créer des nouvelles, créer de la richesse et contribuer à la dynamique du territoire. La deuxième problématique, c'est de savoir quelle est notre identité aujourd'hui, bientôt en 2020, dans un contexte de digital toujours plus présent et dans un contexte où on a besoin d'accompagner les entreprises dans leur mutation sur la 4e révolution industrielle. Et beaucoup d'écoles se posent la question de savoir quel est leur positionnement par rapport à l'intelligence artificielle, par rapport au big data. Nous, là encore, on est retourné voir qui on était et ce que ça va faire, ce que voulaient dire les deux termes arts et métiers, hein, les sciences et les technologies. Et on a pris un positionnement, une identité qui est celle de se mettre à l'interaction entre l'homme, le digital et l'industrie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on forme d'abord des femmes et des hommes. Ces gens qui seront des leaders vont prendre des décisions. Pour prendre ces décisions, ils vont s'appuyer sur des informations qui sont toutes digitales. Et leurs décisions, leurs choix seront pertinents parce qu'ils connaîtront la qualité de ces informations, parce qu'ils connaîtront la réalité industrielle et les modèles industriels qui sont derrière, parce que dans la formation aux arts et métiers, on met les jeunes en action sur des systèmes industriels réels et on leur fait travailler la modélisation de ces systèmes. Donc notre positionnement, interaction, homme, digital, industrie. Et puis troisième chose, la question est de savoir les gens qui viennent nous voir, qui ont besoin de nous, les étudiants, les territoires, les industriels, qu'est-ce qu'ils vont venir chercher chez nous? Quelles promesses on leur fait? Et quelle promesse fait la marque Arts et Métiers? Et la promesse qu'on a définie, c'est de dire nous sommes un accélérateur de talents pour l'industrie du futur. Ça veut dire que nous sélectionnons les meilleurs talents et nous les emmenons pour une carrière la plus belle possible dans l'industrie du futur pour faire cette industrie. Donc 5 ans pour cette feuille de route, concrètement, que va faire l'établissement pendant ces 5 ans? Donc, dans ce document de contrat avec l'État, nous avons décrit l'ensemble des actions que nous voulons faire pendant les 5 ans. Alors je ne vais pas détailler ici l'ensemble de ces actions, mais elles ont été classées selon les 3 axes stratégiques de l'établissement et en fonction de à quelle politique publique elles répondent, parce qu'en tant qu'établissement public, nous devons répondre à des politiques publiques qui initialement étaient essentiellement des politiques publiques d'enseignement supérieur et de recherche, mais de plus en plus on est sollicité par le ministère du Travail, par le ministère de l'Industrie, par le ministère de la Cohésion des Territoires maintenant, donc on doit répondre à un ensemble de politiques publiques. Alors, le premier axe stratégique, c'est celui de la participation à l'aménagement du territoire. On considère qu'un établissement comme le nôtre, qui fait de la formation et de la recherche, par son action, par sa formation, peut fixer des jeunes pour qu'ils rentrent dans des entreprises, pour qu'ils créent des entreprises, et ça va participer à une politique générale d'aménagement du territoire. Le deuxième axe stratégique, c'est celui de la contribution à la performance et à l'innovation industrielle en France, mais aussi à l'étranger. Ça veut dire que nous faisons de la formation, certes, que nous allons amener des nouvelles compétences dans les entreprises via les gens que nous formons, mais nous faisons aussi de la recherche amont, mais aussi de la recherche partenariale. Donc on est en capacité de faire du transfert
de technologie vers l'industrie pour la rendre plus compétente. Et puis le dernier axe, c'est un axe qui est à la fois interne et externe. Nous voulons incarner une certaine culture industrie du futur, c'est-à-dire que se comporter en interne dans toutes nos activités de formation, de recherche, mais aussi dans notre vie interne d'établissement, être plus digital dans nos pratiques, plus de dématérialisation, mais aussi plus humain. La 4e révolution industrielle et celle du digital, et c'est aussi plus d'hommes, les problématiques de responsabilité sociétale des entreprises. Et donc on veut, nous, dans notre comportement, montrer à l'extérieur et à nos étudiants et à nos personnels ce que c'est que l'industrie du futur. Alors question étudiant, justement, toute la période participative est aussi mise en avant? Alors bien sûr, dans ces actions, le champ de la vie étudiante est un champ important et effectivement c'est le champ dans lequel on va pouvoir travailler le comportement humain de ces jeunes qu'on va envoyer dans l'industrie du futur. Et en particulier, on a mis en avant dans le travail qu'on a fait sur ce qu'on a appelé un nouveau projet de vie étudiante, qu'il faut que maintenant on déploie là, sur les 5 ans qui viennent. On a mis en avant trois axes d'acquisition pour les étudiants qu'on va travailler. Les étudiants vont les travailler eux-mêmes, on va les travailler ensemble et avec les archis aussi, qui sont être en capacité de s'approprier une culture d'entreprise. Donc ils commenceront à s'approprier la culture de l'école, la culture des Quatre-Arts. Une deuxième direction qui est celle de la capacité à construire un collectif humain fort et soudé. Donc d'abord être capable de s'y positionner, puis ensuite le construire, le faire vivre, parce que c'est fondamental pour l'industrie en particulier dans un contexte digital où se posent des problèmes d'éthique, des problèmes de comportement humain, de savoir créer ce collectif pour faire le mouvement pour passer cette révolution industrielle. Et le troisième axe, c'est un axe de responsabilité sociétale de l'entreprise. Nous considérons que les ingénieurs sont les porteurs de la responsabilité sociétale de l'entreprise et par un ensemble d'actions collectives au service de la ville, au service de l'environnement, au service des plus jeunes, des plus démunis, nos étudiants vont travailler cette appropriation et ce portage de cette responsabilité. Belle feuille de route, belle promesse, et puis pourtant, récemment, un classement usine nouvelle fait carrément chuter l'école à la 58e place. Quelle est votre réaction? Parce que d'un côté, on voit une école qui, dans les classements internationaux, justement, performe, et en France, on serait les parents pauvres de l'industrie. Oui, alors effectivement, c'est une question la question des classements est une question qui se pose. En ce moment, je fais le tour des campus pour présenter ce projet et ce positionnement de l'école. On en parle à des industriels, on en parle à la BPI, on en parle à l'Alliance pour l'industrie du futur. Tout le monde comprend ce qu'on veut faire et tout le monde dit oui, les arts et métiers, vous êtes les mieux placés aujourd'hui en 2019-2020 pour accompagner l'industrie dans ses mutations. Et effectivement, ce classement, qui est le classement d'un journal qui est quand même reconnu et qui s'intéresse fortement à l'industrie, interroge, et comme vous le dites, dans un contexte où l'établissement apparaît maintenant dans 4 classements internationaux majeurs, alors qu'il n'était totalement absent de l'international il y a seulement quelques années, a des très bonnes places parmi les écoles françaises. Ce classement, je ne le comprends pas. Je ne comprends pas, et le journal lui-même ne dit pas à qui est-ce que ce classement s'adresse. Est-ce qu'il s'adresse aux étudiants ou est-ce qu'il s'adresse aux entreprises? Quel est son point de vue? Est-ce qu'il prend un point de vue de « je suis un étudiant, voilà la meilleure école qu'il faut que je prenne » ou « je suis un industriel, voilà les étudiants qu'il faut que je recrute ». Et puis je trouve que ce qui est particulièrement dommage, c'est que ce classement s'appuie sur des indicateurs qui sont non fiables. Par exemple, le salaire en sortie, c'est un élément qui vient d'une enquête qui est faite avec des taux de réponse extrêmement variables d'une école à l'autre, alors que certains classements le prennent avec beaucoup de précautions sur des fourchettes très très larges de plusieurs milliers d'euros. Celui-là le prend jusqu'à la centaine d'euros près par an. Je considère qu'il y a un manque de professionnalisme dans la façon dont ce classement est réalisé. Je reconnais que le classement de l'étudiant, par exemple, je trouve qu'il est bien fait, qu'il effectivement s'adresse à des étudiants. Le classement d'usine nouvelle, je ne comprends pas à qui il s'adresse, et je ne comprends pas comment est-ce qu'il est réalisé. Donc j'ai beaucoup de doutes sur la qualité des informations qu'il donne.
Autre et dernière question, vous étiez avec d'ailleurs les alumni à M-Valor, Le Carnoir, sur un stand commun à Lyon sur Global Industries. Votre perception un petit peu, ça a été très positif pour l'école? Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement positif. D'ailleurs, vous posiez la question du classement de l'usine nouvelle. Nous étions la seule école présente en tant qu'établissement de formation à Global Industries. Et nous étions la seule école présente à l'usine extraordinaire à l'automne dernier. Pour nous, c'est un événement extraordinaire. On voit une belle industrie française avec des moyens exceptionnels mis en jeu, une extrêmement forte place du numérique, une communauté arts et métiers présente sur ce salon, extrêmement présente et extrêmement visible. Ça rentre tout à fait dans ce que veut faire l'établissement et c'est un formidable accompagnement pour l'établissement de pouvoir être présents tous ensemble à ce salon et j'espère que nous continuerons les années prochaines. Et je remercie en particulier Arts et Métiers Magazine, Arts et Métiers TV pour son action pendant ce salon. Merci beaucoup et donc à très bientôt pour un prochain point d'étape. À votre disposition. Merci. Au revoir.